Bonsoir, bienvenue sur votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de l'actualité de ce mercredi 16 février, elle est anglo-irakienne, architecte et créatrice il y a 8 ans. Son projet Pierre Vive en a fait frémir plus d'un, écrasant même les 36 candidatures d'alors. Aujourd'hui, Zaha Hadid suit de très près les travaux. Elle était hier en visite au quartier de la Mosson. Non aux suppressions de postes, non aux suppressions des heures et oui au remplacement de postes. Aujourd'hui encore, les enseignants manifestent leur mécontentement dans la rue et le mouvement d'ampleur nationale n'est pas près de s'éteindre. Eureka à Montpellier, il ne s'agit pas de la série télé américaine ni du fameux jeu de société, mais bien d'un véritable pôle d'entreprise, un bâtiment grandiose au concept original. La première pierre a été posée ce matin et TV Sud y était. Mais on commence tout de suite ce journal avec une très bonne nouvelle qui nous est parvenue tout à l'heure à 19 h. Le bassin de Thau va rouvrir demain matin une fois que l'arrêté sera envoyé. Ce soir, les conchyliculteurs sont heureux et soulagés après 3 heures de négociations assez difficiles à Paris. Les professionnels se sont entretenus avec entre autres Jean-Marc Bournigal, le chef de cabinet du ministère de la Pêche. Joint par téléphone, Philippe Hortin, le président de la section conchylicole, s'est dit très satisfait. La balance a enfin penché de leur côté et va permettre de relancer le commerce et la trésorerie mise à mal après 6 semaines de fermeture. Zaha Hadid, en visite donc à Montpellier, comme je vous le disais dans les titres. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Rappelez-vous, c'est elle ou plutôt son projet qui avait été retenu en 2003 pour la construction du bâtiment très atypique Pierre Vive, une vraie cité des savoirs et du sport au cœur du quartier de la Mosson. Hier, l'architecte anglo-irakienne est venue inspecter le suivi des travaux. Regardez ce reportage de Jean Brun. Désigné artiste pour la paix par l'UNESCO, l'architecte international Zaha Hadid n'était plus revenu sur le chantier de Pierre Vive depuis la pose de la première pierre. Entre-temps, le gros œuvre a été livré et 150 personnes travaillent aujourd'hui sur le second œuvre de ce gigantesque bâtiment. Un projet qui va bien au-delà de la simple conservation des archives. C'est effectivement un nouveau départ puisque l'entourage immédiat est plutôt résidentiel et puis cette idée de créer un bâtiment qui regroupe plusieurs services permet vraiment aussi de donner un nouvel élan à l'urbanisme de la cité. Car l'ambition reste de créer le lien entre le quartier de la Mosson et le reste de la ville en associant la cité des savoirs et du sport à une nouvelle zone de vie et d'habitation. C'est un bâtiment qui s'insère et qui se connecte avec le projet global. Je ne suis pas une théoricienne qui trouve nécessaire que l'on respecte les échelles, mais mon souhait reste de faire du nouveau avec du vieux et pas l'inverse. Mettre ce bâtiment au cœur de ce quartier permet une régénération de ce quartier. Toujours entre deux projets d'envergure, celle qui vient de recevoir le prix Stirling pour le musée d'art du XXIe siècle à Rome est repartie aussi vite qu'elle était venue, sous le regard admiratif d'André Vézinet. L'affaire de ce mineur de 16 ans et demi arrêté en Algérie est loin d'être bouclée. Nous vous l'annoncions hier, le suspect des coups mortels portés sur un étudiant de 25 ans, c'était le 2 janvier dans une résidence de l'avenue de Lodève, a été interpellé le 6 février suite à une commission rogatoire internationale. Hier matin, 7 de ses proches habitant le quartier de Petit Bar ont été placés en garde à vue. L'homme, déjà connu des services de police, est toujours incarcéré en Algérie, ce qui pose en fait pas mal de problèmes puisque l'Algérie ne pratique pas l'extradition de ces détenus. Alors comment l'affaire peut-elle se poursuivre? Réponse du procureur Brice Robin au micro de Jean Brun. D'abord, le juge d'instruction va vraisemblablement se déplacer. Pour l'instant, il tente d'obtenir l'autorisation de notre ministère de tutelle. La chancellerie devrait donner son feu vert d'ici la fin de semaine pour que la magistrate se déplace en Algérie pour obtenir la mise en examen de l'auteur présumé par un juge d'instruction algérien. Dans un deuxième temps, à l'issue, le procureur fera une demande d'extradition. Donc je tiens, il n'y aurait plus qu'à la signer, qui est prête à partir, même si je sais qu'à 99%, elle sera vouée à l'échec, parce que l'Algérie, dans le cadre de sa convention, n'extradie pas, y compris ceux qui ont la double nationalité, n'extradie pas ses nationaux. Mais ça permettra après, à la France, de faire un procès par défaut, s'il ne veut pas se rendre, sur notre territoire et par la cour d'assises de l'Hérault,
de façon à ce que les victimes n'aient pas en plus l'ennui de se déplacer en Algérie, notamment à Oran, où pourront avoir un procès, au pire en l'absence du mis en cause, mais qui se tiendra à Montpellier. Suite de l'affaire Yorgos, le jugement de ce militant anarchiste de la Confédération nationale des travailleurs devait avoir lieu aujourd'hui au tribunal de grande instance. Un groupe de manifestants est venu le soutenir. Voici le reportage d'Edgar Santander et de Sophie Carloni. Manifestation cet après-midi devant le nouveau palais de justice. Une centaine de personnes venues soutenir Yorgos, ce jeune militant anarchiste qui refuse de se soumettre au prélèvement ADN. Actuellement, nous contestons les charges, c'est-à-dire que nous estimons que le fichage ADN est inadéquat en la matière, que ficher les gens comme cela, c'est en faire des suspects permanents, d'autant que dans l'affaire de M. Yorgos, eh bien, il n'y a aucun délit initial qui a été commis, c'est-à-dire que l'ADN ne peut pas être prélevé directement, il faut qu'on ait commis un délit qui permette ce prélèvement. En octobre 2010, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, l'occupation du Pôle emploi avait entraîné son arrestation, mais pas son inculpation. Il y a eu d'autres personnes avant moi qui ont refusé leur ADN pour les mêmes raisons que moi, et moi je continuerai à ne pas me soumettre à ce type de fichage. Voilà, je pense, j'espère que oui, je vais m'en sortir, j'espère. Voilà. Effectivement, on vient pour soutenir Yorgos, mais plus globalement pour dénoncer l'ensemble des politiques sécuritaires du gouvernement et de l'État et pour dénoncer le fichage ADN. Parce que derrière le cas d'Yorgos, il y a d'autres cas, d'autres personnes qui ont été arrêtées, qui sont emblématiques. À cause de la grève, le procès de Yorgos est reporté. Il va falloir attendre 7 mois avant que la justice ne se prononce. La colère ne faiblit pas dans le corps enseignant. Une cinquantaine de professeurs et de parents d'élèves étaient réunis cet après-midi au rectorat. Au cœur du conflit, le non-remplacement de 4800 postes et la restitution des 26h50 qui devraient être supprimés en septembre 2011. Sur place, des représentants du lycée Gosse de Clermont-Lérault, du collège de Capestang et ceux de Croix d'Argent qui ont été reçus par une délégation. Jean Brun a interviewé Laurent Bernard. Il est professeur de sciences à Capestang. Tous les collèges de l'académie sont touchés par des restrictions budgétaires. Bon, on essaie de montrer la voie pour un petit peu se révolter, pour récupérer notre dû, pour que nos enfants, nos élèves travaillent dans des conditions, disons, à peu près acceptables, puisque depuis maintenant 2003, nous sommes à quasiment 100 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. Donc on vient réclamer notre dû de façon à ce que nos enfants puissent travailler dans des conditions et avoir un avenir meilleur que ce qui leur est promis par cette politique dans l'éducation nationale. À noter que les enseignants stagiaires de l'UIFM de Montpellier ont rejoint la manifestation dans l'après-midi. Ils protestent, eux, contre la réforme de la formation des enseignants. Ils ont posé la première pierre. Ce sont les élus, architectes et maîtres d'ouvrage d'Eureka, un parc d'activités originales à cheval sur les communes de Montpellier, de Castelnau-le-Lez. Alors ce projet n'a rien à voir avec une pépinière d'entreprise. Non, Eureka, ce n'est autre qu'un pôle de service au concept plutôt original. Regardez plutôt ce reportage d'Edgar Santander et de Pierre-Paul Castelli qui étaient au rendez-vous. L'agglomération de Montpellier poursuit l'aménagement du parc Eureka. Après Cap Omega et l'ouverture prochaine du MIBI pour les entreprises dédiées à l'international, un nouveau bâtiment dédié aux services aux entreprises va bientôt sortir de terre. Devant, on va trouver des services à la personne. On va trouver une crèche pour le personnel qui travaille sur place. On va trouver des services comme de la restauration, de la coiffure, où les gens pourront venir entre midi et 2. On va aussi trouver un centre d'affaires et on va aussi trouver des chambres, du logement, parce que parmi les startups qui sont là, de temps en temps, ils reçoivent des gens de l'extérieur pendant un certain nombre de semaines. Il faut pouvoir les loger. Ce pôle multiservice est le fruit d'un partenariat public-privé. L'agglo s'est en effet associé avec Sirmad, une filiale du groupe Bouygues. C'est assez innovant comme opération et je pense que de par la qualité de l'architecture, la combinaison du programme, c'est quelque chose qui fera référence en France. Enfin, on l'espère. Les 4 étages et les 9200 mètres carrés du bâtiment constituent une nouvelle étape dans l'offre développée par l'agglomération de Montpellier pour attirer les entreprises.
C'est donc se doter d'éléments supplémentaires pour faire en sorte que les conditions d'un développement économique soient assurées pour l'ensemble des gens du secteur concerné, l'économie, les entreprises, les PME, les PMI, la recherche, mais également les services qui vont avec, la crèche, le restaurant, plus tard le tramway qui longera ce bâtiment. Donc c'est un élément important du dispositif de développement de l'agglomération de Montpellier. Pour l'architecte Rudy Ricciotti, l'aspect minéral du bâtiment répond à une démarche quasi militante du développement durable. Ce bâtiment est militant dès l'instant où il est produit dans le béton, dans une chaîne courte de production, et qu'il est porteur d'un niveau élevé de besoin de main-d'œuvre. Voilà, mon obsession aujourd'hui, c'est de pratiquer des bâtiments qui réduisent l'empreinte environnementale. Le pôle service du parc Eureka devrait ouvrir ses portes au printemps 2012. En bref, la décharge de Fabrègues n'est plus un projet qualifié d'intérêt général. Le préfet de région et du département, Claude Balland, a annoncé le retrait de cet arrêté préfectoral qui avait été mis en place le 6 décembre 2010. Par ailleurs, à la préfecture, on indique que l'agglomération de Montpellier devra, je cite, « définir les filières de traitement de déchets non dangereux en concertation avec les collectivités compétentes ». On ouvre tout de suite une page sport avec du handball et la rencontre tout à l'heure à 20h30 entre Montpellier et Toulouse, ce sera au Palais des Sports René Bougnol. L'occasion pour les experts de bien se préparer au grand rendez-vous de dimanche face à Hambourg en Allemagne après quelques semaines de relâchement. En rugby, ils nous ont étonnés par leur victoire face à Clermont, pourtant champion de France en titre. Le MHR est attendu au tournant pour sa rencontre samedi à 14h30 face à Castres dans le Tarn. On écoute le sentiment du 3/4 centre Geoffrey Doumerou au micro d'Olivier Brachard. C'est sûr qu'on a peut-être tendance à se relâcher, mais là je pense que l'entraînement de hier et d'aujourd'hui, les entraîneurs nous ont bien remobilisés. Ça a été assez intense, donc je pense que pour l'instant on le prend par le bon bout. Juste Castres en 3 mots, là, cette équipe. Belle équipe qui envoie beaucoup de jeux, qui tient beaucoup le ballon, qui a des avants assez costauds et qui se déplace beaucoup. C'est une équipe qui nous ressemble un peu dans le jeu. Cette année ils ont un peu plus de mal que l'année dernière, peut-être parce que leur jeu est un peu décrypté. Mais toujours intraitable à domicile, donc ça va être compliqué là-bas. Enfin, la voile et le gros coup dur pour Quito de Pavan, contraint de faire une escale technique dans le Tour du Monde à la voile Barcelona World Race. Le voilier Groupe Bell rencontre des problèmes sur 2 voiles d'avant. Lui et son coéquipier Sébastien Odigan devraient arriver au port de Wellington en Nouvelle-Zélande en fin de semaine. À noter qu'au 40e jour de cette compétition, les Français restent 4e au classement général. 228, notez bien ce chiffre, TV Sud Montpellier est désormais disponible sur la Freebox et donc sur la chaîne 228 qui doit s'afficher normalement au bas de votre écran. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain à 12h30, ne manquez pas votre flash d'information. D'ici là, très belle soirée à tous et à bientôt sur TV Sud Montpellier.